novembre. Froid sec, ciel bas. Une de ces journées où la lumière semble oubliée. La brume descendait lentement sur les routes sinueuses autour de Rougemont, effaçant les repères, engloutissant les panneaux. Peu de circulation ce matin-là, à part une silhouette blanche filant entre les arbres. Une ambulance, toute sirène éteinte, fonçait vers la clinique Saint-Valère. Mais ce matin-là, quelque chose allait bouleverser cette routine silencieuse. L'établissement est discret. Un ancien pavillon reconverti, caché derrière une forêt de pins noirs, ni enseigne, ni publicité. Ceux qui y travaillent ne parlent jamais de leur métier. Ceux qui y entrent, souvent, n'en ressortent pas. Là-bas, on soigne, oui, mais on oublie aussi, volontairement. Ce matin-là, un appel prioritaire est reçu à 6h43. Accident brutal sur la route D94, voiture renversée, sortie de route. Aucune trace de freinage. Seule à bord, Elina Morel, 28 ans, professeure de philosophie dans un lycée de banlieue. Trajectoire simple, trajet connu. L'impact a broyé l'avant du véhicule. Thorax comprimé. Poumons perforés. Le cœur a lâché avant même d'arriver aux urgences. À l'hôpital, les médecins prononcent les mots qu'on évite de dire à voix haute. Pronostic vital engagé. Temps d'attente pour une greffe cardiaque. Normalement des semaines, parfois des mois. Ce matin-là, un cœur est là. À l'heure, emballé, conservé, posé sur une table comme un colis qu'on attendait sans le savoir. Pas de dossier, pas de nom, juste une glacière médicale. L'opération débute. Le docteur Leclerc, chirurgien principal, remarque immédiatement un détail troublant. Le cœur est parfait, aucune rigidité, tissu encore souple, trop propre, zéro stress cellulaire. On jurerait qu'il a été prélevé il y a moins de 20 minutes. Pourtant, selon l'infirmière anesthésiste, le trajet depuis le point d'origine dépasse l'heure. Les questions se posent, mais les ordres tombent, continuez. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce cœur mystérieux allait apporter bien plus qu'une seconde chance de vivre. Le cœur redémarre. Les machines suivent. Le silence, lui, ne part pas. Quelque chose, dans cette salle, refuse de battre en paix. 3 jours plus tard, l'administration ferme le dossier. Rien ne fuitera. L'identité du donneur, classée confidentielle. Aucune fiche dans la base nationale des dons. Pas de nom, pas d'accord signé, aucune trace légale du prélèvement. Seulement une ligne, en rouge, tapée à la machine sur une feuille sans en-tête. Transfert validé, urgence particulière. Une mention floue, volontairement ambiguë, inconnue de tout protocole habituel, comme si elle servait uniquement à clore un chapitre que personne ne veut rouvrir. Une aide-soignante, Anna L'Herbier, parlera plus tard. À voix basse, comme si l'histoire pouvait encore écouter. Elle raconte avoir vu un homme quitter la clinique ce matin-là. Blouse blanche, glacière en main, aucun badge, aucun véhicule. Il marchait, lentement, comme quelqu'un qui n'avait pas vraiment de destination. Elle se souvient d'un détail, son sourire. Pas amical, pas heureux, un sourire figé. Quelque chose entre le soulagement et l'abandon. Elle dira, il avait l'air de laisser quelque chose derrière lui, mais pas quelque chose qu'on oublie, quelque chose dont on se débarrasse. Ce soir-là, Elina rentrait chez elle. En apparence, tout allait bien. Mais certains cœurs gardent des secrets. Première nuit, sommeil agité. Deuxième nuit, réveil brutal à 3h14. Troisième nuit, même heure, même sueur froide. À partir de la 4e nuit, plus rien ne ressemble à un rythme normal. Chaque nuit, réveil entre 3h10 et 3h15. Toujours le même souffle court. La même sensation d'être observé. Pas comme si quelqu'un la fixait. Comme si quelque chose vivait dans les murs, collé à l'intérieur, silencieux, mais présent. Le jour, les choses se brouillent. Des oublis. D'abord des détails. Un prénom, une adresse, le code d'entrée. Puis des blancs plus longs. Une voix coupée en plein appel. Un message qu'on pense avoir écrit, mais qu'on ne retrouve jamais. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à déraper.
Et les rêves commencent. Toujours le même. Un champ brûlé, noir, craquelé, comme si le sol avait été frappé par l'intérieur. Au fond, une maison éventrée. Mur tordu, pas de toit. Une fumée fine qui s'élève du sol, et là, une silhouette. Toujours au même endroit, immobile, sous un arbre sec, sans feuilles, le visage dans l'ombre. Il ne bouge jamais. Il attend. Et il répète la même phrase, toujours. La même, avec cette voix qui semble venir d'un endroit trop loin pour être humain. Ce n'est pas terminé. Chaque réveil laisse une douleur dans la poitrine, localisée comme une pression sourde qui s'étend lentement, comme si quelque chose cherchait à s'enraciner sous les côtes. Pas une douleur franche, plutôt une sensation de présence, comme si un battement venait d'un autre corps. Les examens médicaux ne montrent rien d'anormal. Rythme cardiaque régulier, pas de rejet. Pourtant, la sensation reste inexplicable. Les nuits deviennent plus étranges. À 3 heures du matin, 1 minute précise, les rêves reviennent. Toujours le même chant, noirci, brûlé, une silhouette au loin, fixe, sans visage. Et cette phrase, mécanique, répétée, une voix rauque, ni masculine ni féminine, qui laisse une impression glaciale à chaque réveil. Elle ne retrouvait plus la paix avec ce nouveau cœur. Un matin, Elina trouve un objet sur sa table de chevet. Une montre à gousset, ancienne, rouillée. Le couvercle est rayé, mais une gravure subsiste, LM. Aucune idée d'où elle vient. Elle vit seule. La porte était fermée. Quelques jours plus tard, un bracelet en cuir, même style, mêmes initiales, est retrouvé dans la boîte à gants de sa voiture. Le cuir est chaud, souple, comme s'il avait été porté quelques instants plus tôt. Depuis, une odeur de brûlé envahit la chambre. Discrète, mais persistante. Comme si quelque chose avait pris feu, loin, dans un souvenir. Le parfum de cendre ne s'accroche pas aux vêtements. Il reste juste là, suspendu dans l'air. Elina ne peut plus supporter cette ignorance. Elle retourne souvent à l'hôpital. Sous couvert de rendez-vous médicaux, elle cherche des réponses. Rien ne filtre. Jusqu'au jour où un nom est murmuré dans un couloir désert, Lucien Marceau. Jusqu'à ce matin où, dans la salle de repos du service de cardiologie, elle surprend une conversation entre 2 infirmières. L'une d'elles, Mathilde, semble nerveuse. Sa collègue insiste. « Allez, dis-moi au moins d'où venait ce cœur. En 20 ans de service, je n'ai jamais vu un greffon arriver sans aucun dossier. » Mathilde jette un regard par-dessus son épaule et murmure un nom comme un secret trop lourd à porter. Lucien Marceau. 34 ans. Le regard de Mathilde change immédiatement après l'avoir prononcé. Elle regrette. Mais c'est trop tard. Le nom résonne dans l'air et Elina le grave dans sa mémoire. Qui était ce donneur mystérieux? Pourquoi aucune trace officielle? Se demanda-t-elle. Est-ce celui que je recherche? De retour chez elle, elle fouille Internet, les bases de données publiques, les registres de dons d'organes. Lucien Marceau n'apparaît nulle part. Aucune trace de consentement, aucun dossier médical accessible. Comme s'il n'avait jamais existé. Puis, au détour d'un vieux forum médical abandonné, elle tombe sur un article oublié, mal référencé. Un fait divers daté de 6 mois plus tôt. Décès signalé à Bois-Mort, un hameau abandonné à 20 km de là. Lucien Marceau a été retrouvé dans un ancien hôtel psychiatrique, fermé depuis 1992. Le bâtiment était condamné, tous les accès murés. Ce sont 2 enfants, venus jouer dans les ruines, qui l'ont découvert. Ils ont raconté à leurs parents avoir vu un homme dans le noir, les yeux ouverts. L'autopsie, elle, révèle un détail impossible à ignorer. Le cœur avait disparu avant l'arrivée des secours. Aucun organe touché autour. Pas de sang, pas de traces de violence. Juste un vide net, parfaitement découpé. Comme si le cœur n'avait jamais existé. Et pourtant, c'est ce même cœur qui bat aujourd'hui dans la poitrine d'Elina. Une incohérence ne cesse de la hanter. Officiellement, Lucien est mort depuis 6 mois. Et pourtant, ce cœur était trop frais, trop intact. Prélevé sans trace, sans violence, sans cicatrice apparente, alors une idée lui traverse l'esprit. Et si Lucien n'était pas mort tout de suite? Et s'il avait été maintenu en vie, quelque part? Pas pour le sauver, mais pour préserver ce cœur, le conserver, le préparer. Horizon 4, ce nom revient trop souvent.
un lieu souterrain. Effacer des cartes, géré hors du cadre légal. Horizon 4, une structure privée, hors registre, née dans les années 80. Officiellement, centre de recherche. Officieusement, un lieu où certains médecins expérimentaient la mémoire cellulaire par la greffe. Ils croyaient qu'un cœur pouvait transmettre plus que la vie. Et si ce qu'on appelait sa mort n'était qu'un effacement administratif, une case cochée pour qu'il disparaisse du système, le temps que la cible soit identifiée. Ce jour-là, c'était Elina. Lucien Marceau, selon les bases de données nationales, n'avait jamais donné son consentement pour un quelconque don d'organes. Aucun papier signé, aucune autorisation numérique, pas la moindre trace dans les bases de santé. Pourtant, les initiales LM réapparaissent, encore et encore, sur des registres médicaux internes, sur une pochette de greffon non enregistrée, même sur un vieux bracelet d'identification retrouvé dans un tiroir d'archives. Tout pointe vers lui. Mais ce qui intrigue le plus, c'est l'homme derrière ces initiales. Lucien n'était pas un citoyen lambda. Historien indépendant, marginal, passionné de rites anciens. Pas les grandes cérémonies connues. Non. Plutôt les rituels oubliés, les coutumes interdites. Les croyances tuent. On le disait solitaire, toujours debout avant l'aube, comme s'il suivait un plan que lui seul comprenait. Toujours le même manteau long, couleur rouille, dont les poches semblaient pleines de notes pliées. Il notait tout. Il ne parlait à personne, mais ses yeux ne rataient rien. Une aide-soignante de Sainte-Ombeline racontera plus tard, sans trop savoir pourquoi, qu'elle a entendu cette phrase prononcée dans un couloir. Il voulait que son cœur serve. Mais pas à n'importe qui. Le nom de Lucien réapparaît dans un vieux dossier, oublié dans les rayons d'une université. Une recherche interrompue, non publiée. Sujet: mémoire post-mortem des organes cardiaques dans certaines traditions d'Europe de l'Est. Il y était question de transfert émotionnel involontaire, de écho résiduel dans les greffons. Rien de scientifique aux yeux des commissions d'éthique, mais trop précis pour être de simples délires. Ces recherches les plus récentes portaient sur un village rasé en 1983, Coulvin, officiellement évacué après une épidémie de type méningite. Officieusement, tout indique autre chose. Famille portée disparue, tombeau vidé, corps jamais rendu. Et à la périphérie, un bâtiment gris, sobrement nommé Horizon 4 Lucien, aurait réussi à mettre la main sur d'anciens plans de la clinique. Des couloirs qui descendent trop profondément. Des salles sans fonction notée. Des portes qui ne figurent sur aucun schéma officiel. Il aurait aussi trouvé des carnets. De vieux journaux de bord tenus par un médecin disparu en 1984. Certains feuillets parlent de souvenirs vivants et d'expérimentations croisées. Mais Lucien ne cherchait pas à exposer. Il cherchait à comprendre, à lier les greffes anonymes aux comportements instables, à retracer l'origine des cœurs qui ne figuraient nulle part. Ce n'était pas la médecine qui l'intéressait, c'était ce que transportaient ces organes. Et pourquoi certains greffés ne rêvaient plus jamais de leur propre vie. Dernière apparition publique, une librairie spécialisée à Lyon. Il venait souvent discuter avec le gérant. Ce jour-là, tension visible. Un homme en noir l'attendait dehors. Après son départ précipité, le libraire a trouvé une enveloppe scotchée sous le comptoir. À l'intérieur, une clé USB. Petit mot manuscrit, à ne lire que si je ne reviens pas. L'enregistrement durait 53 secondes. La voix était abîmée, hésitante, comme si elle luttait contre le sommeil ou la peur disait « S'ils trouvent mes notes, ils chercheront le cœur. » Mais pas la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est le contenant, pas ce qu'il contient. S'ils me prennent, qu'ils sachent, ce cœur n'oubliera pas, depuis plus rien. Appartement vidé en une nuit. Compte gelé. Portable inactif. La police classe le dossier en disparition volontaire. Et pourtant, un mois plus tard, Elina découvre un double fond dans une vieille valise. À l'intérieur, un carnet à la couverture de cuir noir, fermé par un lien rouge. Sur la couverture, gravées au fer, 2 lettres. Elle aime ce carnet. N'est pas arrivé là par hasard. Avant sa mort, Lucien avait ciblé Elina comme réceptacle potentiel. Il aurait organisé la transmission de son cœur et laissé ce carnet volontairement dans cette valise, récupéré à l'hôpital ou envoyé anonymement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une sélection, un piège prémédité. Elina n'a pas été choisie par erreur. Elle est celle qu'il avait désignée. Les pages sont jaunies, certaines déchirées sur les bords. L'encre, légèrement délavée, semble avoir traversé le temps. L'odeur du papier ancien, un mélange de poussière et de cire, envahit la pièce à chaque fois qu'on l'ouvre.
Plusieurs annotations sont faites en latin, accompagnées de croquis sombres. Il ne s'agit pas d'un journal intime, mais de relevés précis, des observations médicales, des incantations, des symboles rituels, tout soigneusement dessiné à la main. Chaque ligne semble peser lourd, comme si elle contenait plus qu'un simple message. Tout tourne autour du cœur humain, mais pas au sens biologique. Les termes évoquent la mémoire, la charge émotionnelle et surtout la haine. Le cœur est vu comme un réservoir, non pas de sang, mais de souvenirs, de douleurs, de rancune tenace. L'écriture semble vouloir convaincre ou prévenir. Peut-être les deux, une séquence attire l'attention. 3 pages reliées ensemble, collées par une fine couche de cire séchée. Elles décrivent un rite. Il y est question de transfert émotionnel post-mortem par greffe d'organes. En d'autres termes, faire voyager un sentiment d'un corps à un autre. Le texte parle d'un lien, d'un fil invisible entre donneur et receveur, un fil qui ne se coupe jamais totalement. Plusieurs notes mentionnent Horizon 4. Des noms de médecins sont soigneusement rayés. Certains sont entourés, accompagnés de points d'interrogation. Il y a aussi des schémas corporels à noter, des numéros de dossier, des croquis d'organes sectionnés. On sent que quelqu'un cherchait à comprendre ou à reproduire. En bas d'une page, une phrase encadrée attire le regard de Elina. « Si mon cœur circule encore, alors ma haine aussi. » L'encre utilisée est différente. Plus épaisse, plus rougeâtre. Juste après, l'écriture change. Les lettres sont tremblantes, presque griffonnées. Et par la suite, il est écrit « Elle paiera », même sans me connaître. On dirait une dernière note, écrite dans la douleur. Certaines pages sont illisibles, comme brûlées à moitié. Le papier est noirci, craquelé. D'autres montrent des visages esquissés à la hâte. Des silhouettes d'hommes en blouse, tous sans visage. Et puis un plan du sous-sol d'un bâtiment, avec une croix rouge dans un angle. Ce plan ressemble aux fondations d'Horizon 4. La précision est troublante. Même les conduits d'aération sont indiqués. Le carnet semble avoir été mis là intentionnellement, pas pour être retrouvé trop tôt, mais au bon moment. Et ce moment est maintenant. L'impression est forte. Quelqu'un attendait que ce livre soit lu. Ce fut Elina qui le trouva et le lit. Depuis quelques jours, une sensation étrange persiste. Dans la rue, au supermarché, sur le quai du tram, certains visages semblent familiers à Elina. Trop familiers. Ce ne sont pas des amis ni des anciens collègues. Pourtant, ils ont quelque chose d'inoubliable. Ces visages sont ceux qui apparaissaient dans les rêves d'Elina. Les mêmes expressions, les mêmes yeux fixes, les mêmes rides mal placées. Elle commence par noter les lieux et les heures. D'abord une femme âgée, toujours assise au même banc près de la gare de Saint-René. Ensuite, un homme grand, à la barbe fine, qui traverse chaque matin l'avenue Malraux. Puis une caissière dans un commerce du centre-ville, toujours silencieuse, les yeux cernés. Aucun de ces visages n'est connu de son entourage. Mais tous, sans exception, ont été vus dans ses rêves. Avec une précision effrayante, un détail la pousse à creuser plus loin. Elle finit par émettre une hypothèse selon laquelle ces inconnus partagent un point commun. Pas dans leurs gestes, ni dans leurs regards, mais dans quelque chose d'invisible, comme un fil entre eux. Une fatigue dans le visage, une tension dans la posture, une façon d'exister en silence, comme s'ils attendaient la fin sans jamais la provoquer. Un soir, en vérifiant ses notes, elle se souvient d'un détail insignifiant. Une enseigne verte sur le tablier de la caissière. Elle tape le nom de la pharmacie dans un moteur de recherche, presque machinalement. Elle tombe sur un vieux dossier, caché dans les profondeurs d'un forum médical abandonné. Lien vers un article daté de 1996, mal indexé, intitulé « Réorganisation de la clinique de Coulvin », un simple article de presse locale. Mais en lisant, le sang se glace. L'article parle de restructuration, de scandales étouffés, de changements discrets au sein de la direction. 3 noms sont mentionnés. Une certaine Madeleine Richebourg, ancienne responsable des admissions, un certain Henri Dalmas, chef du service de cardiologie à l'époque, et enfin Cécile Brenat, technicienne de surface. Ces noms ne lui disent rien, mais les photos, oui, ce sont eux. Les 3 visages des rêves, les 3 qu'elle a croisés ces dernières semaines. Ce n'est plus une coïncidence, ce n'était que le début, car certaines dettes se règlent même après la mort. En moins de 2 semaines, les avis de décès s'accumulent. Madeleine Richebourg est retrouvée morte chez elle dans un fauteuil télé allumé. Crise cardiaque. Aucune alerte, aucun appel. Henri Dalmas chute dans les escaliers d'un parking souterrain à l'aube. Pas de témoin, pas de caméra. Mort sur le coup, Cécile Brenat est retrouvée sans vie dans sa salle de bain.
Un mot griffonné retrouvé sur le miroir. Imbibé d'eau, illisible. Pas de famille pour venir chercher le corps. Au départ, les journaux parlent de coïncidence, de malchance. Rien de criminel. Juste la vieillesse, l'isolement, la dépression. Mais ce qui trouble vraiment, ce sont les images. Les caméras de surveillance livrent un détail impossible à ignorer. Dans chaque cas, à quelques minutes de la mort, une silhouette passe hors du champ. Floue, féminine. Trop grande pour Elina, trop mince pour l'une des infirmières. Les angles sont toujours mal cadrés. L'image se brouille juste à l'instant où la silhouette apparaît. On distingue une robe sombre, une mèche de cheveux qui glisse le long d'une épaule. Jamais de visage clair, jamais de regard direct. Une présence mal définie, comme si l'appareil refusait de capter ce qu'il voit. Une capture retient l'attention. Elle provient d'une caméra située à l'extérieur du magasin où travaillait la caissière. L'image est granuleuse, mal éclairée. Mais au moment exact où Cécile sort du bâtiment, une ombre semble lui frôler l'épaule. Littéralement, elle ne la voit pas, mais son corps se crispe une fraction de seconde. Et dans la vitrine à côté d'elle, un reflet, non pas de l'ombre, mais d'un visage, un visage familier, celui d'Elina. Pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais plus âgée, le regard vidé, les traits tirés, comme si une version d'elle-même, plus lointaine, plus sombre, assistait à la scène depuis l'autre côté du verre. Le genre de visage qu'on ne veut pas reconnaître, mais qu'on ne peut pas ignorer. Le lien avec Coulvin devient indéniable. Tous les noms associés à l'ancienne direction de la clinique apparaissent désormais comme des pièces d'un même puzzle. Chaque personne croisée, chaque visage rêvé, tous connectés à cette structure aujourd'hui abandonnée. Tous liés par ce cœur et tous meurent, un par un. Dans un ordre qui suit un rythme incompréhensible, une logique tordue, comme si quelque chose les effaçait progressivement, sans laisser de traces, sauf une sensation, celle d'un fil invisible, un fil tendu depuis l'intérieur, depuis la poitrine d'Elina, ce cœur qu'on lui a greffé, ce cœur qui semble contenir plus qu'un battement, ce cœur qui connaît des noms, des lieux, des dettes, ce cœur qui, peut-être, est en train de régler ses comptes. Quelque chose veut se faire entendre, ou se faire payer. Et ça commence à peine. Le téléphone fixe d'Elina sonne à 2h13. Aucun numéro affiché. Pas de tonalité habituelle, juste un souffle métallique, comme si quelqu'un faisait tourner une vieille bande magnétique à l'envers. Ensuite, une voix, déformée, lente, presque étouffée, comme si elle venait d'un autre endroit. Les mots sont clairs, pourtant. Celui qui prend mon cœur prendra aussi ma dette. Ce que j'ai vu ne mourra pas avec moi. Cette voix était-elle celle de Lucien Marceau? Un enregistrement daté de la veille de sa mort à 23h57. Un fichier audio fut retrouvé plus tard sur une ancienne ligne interne de l'hôpital, jamais connectée à Internet. L'enregistrement n'a pas été diffusé, pas même ouvert, juste stocké sous un nom crypté, LM dernier appel WAV. La voix ne tremble pas, elle ne cherche ni aide ni pardon. Elle n'exprime aucune peur. On dirait qu'il lit quelque chose, comme s'il savait que le temps lui était compté, et qu'il tenait simplement à dire ce qu'il fallait. Pas pour être compris, mais pour que ce soit su tout bascule après cette écoute. La vie d'Elina prit autre tournure. Elina cesse de sortir. Plus de visites, plus de voix. Elle reste assise des heures, sans bouger. Les médecins parlent de dérèglement post-opératoire, troubles paranoïdes, projections traumatiques. Mais aucun traitement ne fonctionne. Chaque nuit, elle murmure la même phrase, entre deux silences. Il voulait être entendu. Maintenant, il agit. De qui parlait-elle? Est-ce Lucien? Son transfert en établissement psychiatrique est signé dans la hâte. Pas par un médecin traitant, mais par un agent venu avec des papiers déjà préparés. L'hôpital en question ne figure sur aucune carte médicale officielle. Bâtiment moderne, blanc, sans enseigne. Aucun bruit. Une seule ampoule au plafond dans chaque chambre. Pas de fenêtre, pas de signal. Le personnel ne parle pas. Ils obéissent. Le dossier médical est saisi le jour même. 3 jours plus tard, il n'apparaît plus dans le système. Aucun nom, aucun historique, pas même une preuve d'admission. Le cœur est retiré. Une nouvelle greffe est posée par une équipe que personne ne semble connaître. Aucun chirurgien listé, aucun rapport post-opératoire. Quand un interne s'interroge, on lui répond simplement « Casse spéciale, urgence confidentielle ». Le cœur, cette fois, disparaît complètement. Il n'est pas renvoyé, il n'est pas jeté, il s'évanouit. Lors d'un inventaire tardif dans la salle des archives, un stagiaire retrouve un sachet plastique scellé. À l'intérieur, une chaîne en argent, accrochée à une étiquette en carton noir. 2 lettres gravées, LM,
et en dessous écrite au stylo rouge « Dette réglée ». Le chirurgien en charge de l'opération quitte son poste sans prévenir. Aucun contact laissé, son casier est vide. Mais sur la porte, une phrase gribouillée. Il n'a pas fini. Quelques semaines plus tard, service d'imagerie de l'hôpital Sainte-Ombeline. Nouveau patient admis d'urgence. Crise cardiaque inexpliquée. Aucune anomalie structurelle. Aucun antécédent, mais pendant l'examen IRM, une ombre, brève, collée au myocarde. Identique à celle vue sur Elina des mois auparavant. L'équipe médicale se fige. Le médecin responsable, le docteur Moret, consulte l'imagerie précédente. Rien. Aucun fichier. Aucune preuve. Juste une annotation, griffonnée à la main, dans un coin du dossier. Il n'a pas fini. La patiente, elle, répète en boucle une phrase étrange. Dès qu'elle sort du sommeil, le champ est encore noir. Il reste des noms. Et dans un tiroir du bureau des admissions, une enveloppe non marquée est découverte. À l'intérieur, une vieille photo jaunie. 15 visages, légèrement flous, tous barrés d'un trait noir, sauf un, et ce visage, c'est celui du docteur Moret. L'encre est prête. Les secrets se révèlent à bientôt.